Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du 17 novembre 2025. Cette séance est la première du nouveau Conseil municipal 2025-2029. Pour ma part, être de nouveau appelé à exercer la fonction de maire de cette ville, que j'aime profondément, est un privilège immense. Je suis un homme de proximité, animé par le désir sincère de servir notre communauté avec respect, humilité et intégrité. Ce second mandat est l'occasion de poursuivre le travail entrepris, tout en continuant d'écouter, d'apprendre et d'évoluer. Je tiens également à féliciter les élus pour leur victoire. Je suis heureux de retrouver des collègues avec qui j'ai eu le plaisir de travailler depuis plusieurs années et j'accueille avec grand plaisir 3 nouveaux membres au sein du Conseil. Madame Chénier, Madame Gosselin, Monsieur Charon, votre présence apporte un souffle nouveau et des perspectives enrichissantes. Ce mélange d'expérience et d'idées fraîches est une force. Ensemble, nous saurons mettre à profit nos expertises respectives dans un esprit de collaboration et de saine gouvernance. Le premier point que je souhaite aborder aujourd'hui est d'une grande importance pour notre communauté. Il s'agit du plus important projet que la Ville ait à réaliser jusqu'ici. Je parle bien entendu de notre usine d'épuration. Et aujourd'hui, j'ai des bonnes nouvelles à vous partager. Malgré tout ce qui a circulé dans l'espace public ces dernières semaines, je veux vous rassurer. Nos équipes travaillent très fort et les progrès sont bien réels. D'abord, une annonce importante sera faite par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Geneviève Guilbeault, lundi prochain, le 24 novembre, concernant un financement supplémentaire majeur dans ce dossier. Je ne peux pas en dire davantage pour l'instant, mais je peux vous assurer qu'il s'agit d'une excellente nouvelle pour les Mascoutaines et les Mascoutains. Cela fait plusieurs mois que nous travaillons sur ce dossier avec nos députés provinciaux et fédéraux. Ils nous ont bien entendus et vous constaterez qu'ils ont été au rendez-vous. La patience aura été payante. Je le redis, c'est une excellente nouvelle que nous attendions depuis longtemps, puisque nous ne pouvions pas lancer l'appel d'offres et donc débuter les travaux sans perdre cette importante subvention. Vous comprendrez que cette nouvelle nous a permis de faire une autre avancée de taille, compléter le montage financier du projet qui vous sera présenté à la prochaine séance publique du Conseil le lundi 1er décembre prochain. Un point de presse aura également lieu le mercredi 3 décembre. C'est donc une deuxième avancée de taille. Grâce à cela, nous avons pu finaliser tous les documents nécessaires et je suis donc très heureux de vous annoncer que l'appel d'offres pour cet important chantier pourra être lancé avant la période des fêtes. Enfin, c'est une étape que nous attendions depuis un bon moment, je dirais même depuis très longtemps. Et je sais qu'elle est attendue également dans la communauté mascoutaine. Avant de poursuivre, je crois important de rappeler concrètement en quoi consistent les travaux prévus à l'usine. Certaines informations qui ont circulé publiquement peuvent porter à confusion, alors je souhaite simplement clarifier les faits. Le projet de mise aux normes amorcé avant la pandémie a beaucoup évolué depuis. Et c'est une bonne chose, mais c'est ce qui explique son coût plus élevé aujourd'hui. À l'époque, plusieurs éléments n'avaient pas été pris en compte, notamment les frais de financement, sans oublier la forte hausse des coûts de construction observés depuis la pandémie. Notre objectif est de faire en sorte que notre usine réponde non seulement aux besoins d'aujourd'hui, mais aussi à ceux des 40 prochaines années. Pour rappel, le projet comporte trois volets. D'abord, la mise aux normes des installations. L'objectif, accroître la performance de l'usine et améliorer la qualité de l'eau retournée à la rivière. Aujourd'hui, notre usine fonctionne à pleine capacité et plusieurs de ses équipements ont atteint la fin de leur vie utile. Lors de fortes pluies, il arrive même que des eaux usées soient rejetées dans la rivière sans avoir été traitées. Cela doit changer et cela va changer. Ensuite, l'augmentation de la capacité de traitement. Actuellement, elle traite environ 45 millions de litres d'eau par jour. Après les travaux, elle pourra en traiter jusqu'à 70 millions. Ces améliorations assureront la capacité de l'usine à répondre à la demande pour les 40 prochaines années. Autrement dit, cela nous permettra d'accueillir davantage de logements, de commerces ou d'industries
afin de soutenir le développement futur de notre territoire. Et enfin, la gestion des odeurs et du H2S. Comme d'autres installations industrielles, les usines d'épuration peuvent produire des odeurs parfois incommodantes et qui peuvent déranger les résidents à proximité. Pour les atténuer, plusieurs mesures sont prévues. Couvrir le bassin tampon, installer des systèmes d'aération adaptés et aménager une zone tampon végétalisée autour du site. D'ailleurs, la Ville est en démarche d'acquisition du terrain dans le but d'aménager cette zone végétalisée. L'ajout d'arbres, d'arbustes et de haies permettra non seulement de créer un véritable poumon végétal, mais aussi d'agir comme filtre naturel, de limiter la propagation des odeurs et de favoriser la biodiversité locale. Maintenant, je sais que vous attendez des nouvelles de l'étude réalisée cette année en lien avec les odeurs à l'usine. D'emblée, je peux vous dire que 3 séries de tests ont été réalisées. Je sais que pendant la campagne, j'avais dit 4, mais la réalité, c'est 3. Il y en a un que je pensais qu'il avait été réalisé qui ne l'a pas été finalement. Les premières, effectuées en juillet et en août, n'ont malheureusement pas donné de résultats concluants, ce qui nous a pas permis de lever le règlement de superposition. Nos équipes ont donc redoublé d'efforts et ont mené une 3e série de tests en octobre pendant la période électorale. Les résultats seront présentés prochainement au Conseil, lundi prochain, le 24 novembre, lors du premier plénier du nouveau Conseil, et nous vous tiendrons informés de la situation par la suite. En résumé, le projet progresse à grands pas. De belles nouvelles sont à venir et l'appel d'offres sera bientôt lancé. Je passe à un tout autre sujet. Nous avons connu une importante bordée de neige un peu inattendue la semaine dernière. Plusieurs Mascoutaines et Mascoutins ont été touchés par des pannes de courant, parfois pendant plus de 48 heures. Des haltes chaleurs ont été ouvertes pour accueillir les citoyens sans électricité, dont un centre de nuit afin d'offrir un peu de confort et de soutien à ceux qui en avaient besoin. Je veux saluer la résilience dont vous avez fait preuve, malgré les inconvénients et les défis que cela a pu représenter. Je tiens également à souligner le travail remarquable de nos équipes. Presque tous les services de la Ville ont été mis à contribution, de près ou de loin. Vous avez sans doute remarqué que la tempête de neige a causé d'importants dommages aux arbres du territoire. Compte tenu du caractère exceptionnel et de l'ampleur de la situation, la Ville de Saint-Hyacinthe suspend temporairement l'application du nouveau règlement sur la conservation et la protection des arbres pour une période de 3 semaines, du 11 novembre au 2 décembre prochain, uniquement pour les travaux réalisés sur les arbres endommagés par cette tempête. Pour les interventions d'abattage, d'élagage et d'émondage non liées aux dommages causés par la tempête, l'application du règlement demeure en vigueur. Les citoyens dont les arbres ont été endommagés peuvent déposer les branches au 1000 rue Lemire, du lundi au jeudi de 8h à 16h15 et le vendredi de 8h à 12h15. Pour toute demande d'information, il est possible de contacter la division environnement du service de l'urbanisme et de l'environnement au 450-778-8300, option 4, ou par courriel à environnement@st-hyacinthe.ca. Je vous rappelle que l'interdiction de se stationner sur rue lors des opérations de déneigement, déglaçage ou chargement de la neige est en vigueur jusqu'au 15 avril de 1h à 6h. Je vous rappelle également qu'il y a 2 zones de déneigement. La première zone, nommée centrale, regroupe le centre-ville et certaines rues collectrices. Le plan détaillé de la zone centrale est disponible sur la carte interactive. La deuxième zone correspond à tout le territoire. Aussi, durant la période hivernale, chaque soir, l'un des 3 scénarios s'appliquera. Le stationnement sera toléré sur tout le territoire. Le stationnement sera interdit dans la zone centrale ou le stationnement sera interdit sur tout le territoire. Les avis par message texte sont envoyés seulement lorsqu'il y a des interdictions de se stationner. Il est possible de s'inscrire directement en ligne. En plus du texto déneigement, les citoyens ont d'autres options pour savoir si un avis est en vigueur. Il y a la page Facebook de la Ville de Saint-Hyacinthe, sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe et par téléphone au 450-778-8478. Ces outils de communication sont mis à jour à compter de 17h pour la nuit suivante.
Maintenant, j'aimerais vous parler des feux de circulation à l'intersection de l'avenue Castelnau et de la rue Frontenac. Nous avons constaté qu'en soirée particulièrement, la circulation y est plus dense, ce qui suscite des inquiétudes chez les résidents et les gens du secteur. Je tiens toutefois à vous rassurer, ces perturbations sont temporaires. En fait, les travaux ne sont pas encore terminés. La synchronisation des feux avec ceux de l'intersection Laurier et Castelnau n'a pas encore été programmée. Et la caméra de détection reste à installer, ce qui sera fait très prochainement. Nos équipes travaillent en étroite collaboration avec le ministère des Transports pour que ces étapes soient réalisées rapidement. Du côté du service des loisirs, les nouveaux bulletins municipaux sont en ligne sur le site Internet de la Ville. Lisez au rythme de Saint-Hyacinthe pour en connaître davantage sur les actualités municipales et retrouver la programmation hivernale dans le loisir. Nos bulletins sont aussi disponibles en copie papier dans plusieurs édifices municipaux. Voici maintenant quelques rappels et dates à ajouter à votre agenda. Opération Nez Rouge recherche des bénévoles pour assurer les soirées de raccompagnement à Saint-Hyacinthe. Les soirées de raccompagnement débutent le 28 novembre prochain. Pour sa part, la Ville de Saint-Hyacinthe est fière de présenter cette année encore une équipe de plusieurs employés municipaux qui parcourront les rues le 6 décembre prochain. Si vous désirez participer et aider la Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe, vous pouvez consulter le site web opérationnerouge.com ou appeler au 450-771-4011. Toujours en lien avec les fêtes, le dimanche 30 novembre prochain, ne manquez pas l'événement La Magie de Noël au centre-ville. Il s'agit d'une belle façon de se mettre dans l'ambiance des fêtes tout en amassant des fonds pour le Centre de pédiatrie sociale Grand Galop. La journée commencera avec une course de Père Noël où vous pourrez vous déguiser en personnage de Noël et marcher ou courir sur la rue des Cascades. Ensuite, ne manquez pas le grand défilé du Père Noël à 11 h. Vous pourrez admirer des chars décorés, des mascottes amusantes, des danseurs, des chanteurs et des musiciens qui joueront des morceaux festifs. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. La période des fêtes est également marquée par la collecte des denrées non périssables organisée par la Moisson Mascoutaine. Afin d'aider les plus démunis, l'activité du Grand Partage Mascoutin aura lieu le dimanche 7 décembre prochain. Préparez vos dons en argent ou vos sacs de denrées pour les bénévoles qui feront du porte-à-porte. De son côté, la grande guignolée des médias se déroulera sur les artères principales le jeudi 4 décembre prochain, en début de journée et en fin de journée. Des bénévoles des médias et d'autres entreprises participantes seront présents sur des coins de rue importants pour y récolter les dons monétaires des automobilistes. Donnez généreusement. Finalement, j'aimerais souligner la grande semaine des tout-petits qui a lieu cette semaine du 17 au 23 novembre. C'est l'occasion pour nous tous de nous arrêter un moment pour porter notre regard sur la petite enfance au Québec et de réfléchir collectivement aux mesures à prendre afin que tous nos enfants démarrent dans la vie avec les meilleures chances possibles. Pour plus d'informations, visitez le collectif petiteenfance.com.